Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole qui sera consacré effectivement à Ibrahim Boubacar, mais essentiellement à la visite de Marie-Lise Lebranchu. C'est notre députée qui va nous aider à commenter ce qui s'est dit, ce qui s'est passé durant ces 2 jours. Monsieur le député, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. La visite de la ministre. Alors, sur l'essentiel de l'indexation, pas de surprise, c'est bien 40%, 5% sur les, 5% et 5% sur les 2 premières années, 10 sur les 3 années suivantes. Là, il n'y a pas de scoop, mais Marie-Lise Lebranchu, elle n'a pas parlé que de ça, semble-t-il. Oui, la ministre effectivement est venue conclure la première discussion sur ce dispositif effectivement de rémunération dans les fonctions publiques, mais compte tenu de son compte tenu de son poids dans le gouvernement et de son portefeuille ministériel, elle a effectivement balayé avec les maires, les conseillers généraux et au cours des rencontres qu'elle a eues avec les élus, toute une série de mesures ou dit son opinion sur toute une série de dossiers de manière importante et qui permettent de continuer les discussions sur ces points-là. Mais le premier point, évidemment, c'est la question des surrémunérations dans les fonctions publiques. Sur ce point-là, je vais être clair et ne pas pratiquer la langue de bois. Il y a un temps pour les négociations, il y a un temps pour les décisions, et puis il y a un temps pour se tourner vers l'avenir. Nous avons soutenu cette revendication. Qui nous? L'essentiel des élus de Mayotte, vous le savez bien. Il y a eu des discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et le ministre a annoncé aujourd'hui les décisions que le gouvernement est en situation aujourd'hui de pouvoir accorder à l'ensemble des fonctionnaires de ce territoire, eu égard à tous les critères parfois contradictoires qui sont là. La situation du pays, la situation de nos collectivités locales et la volonté que nous ayons un dispositif qui soit analogue au reste de l'outre-mer. À partir de ce moment-là, moi, je voudrais tirer les enseignements de cette séquence et dire ce que j'en retiens et les combats que nous devons mener à l'avenir pour prolonger ce que l'on a entendu. Le premier combat, c'est la question que l'on nous a dit de l'attractivité. Eh bien, si l'attractivité est à ce point le déterminant principal pour pouvoir effectivement avoir une fonction publique équilibrée sur notre territoire et performante, eh bien, il faut, comme le ministre l'a dit, qu'on cesse de présenter le territoire de Mayotte toujours de manière négative. Et effectivement, qu'on prenne à bras le corps ce problème d'attractivité, à commencer par les questions d'insécurité. Et ça nous donne plus de force. Mais c'est pas suffisant, ces 40% pour l'attractivité? Ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a un dispositif spécial comme celui de Guyane pour ceux des fonctionnaires qui viennent de l'extérieur, vous le savez bien. Et nous lui avons réitéré la demande de voir Manuel Valls venir sur le territoire d'ici la fin de l'année et que ce problème de sécurité soit effectivement pris à bras le corps et qu'il soit résolu de manière à ce qu'il ne nous revienne plus autant qu'il n'est dit dans les discussions. Le deuxième problème, c'est effectivement, toujours parlant d'attractivité, cette situation que nous avons dans le secteur du second degré et dans le secteur de la santé. Eh bien, il faut faire en sorte que nous parvenions au même résultat que nous avons dans les autres départements d'outre-mer, c'est-à-dire un corps enseignant qui soit équilibré et qu'on ne soit plus obligé d'avoir recours à 90% d'un corps enseignant venant de l'extérieur et également sur le système de santé et que effectivement les agents qui sont en grève aujourd'hui. Elle a encore, Marie-Lise Lebranchu a ouvert à pointer du doigt la possibilité, après la remise du rapport que le député Le Breton
et va déposer ces jours-ci sur justement les systèmes d'affectation et d'attractivité dans les différents départements d'outre-mer, eh bien, il faut d'une part faire en sorte qu'on affecte plus ici les personnes qui sont liées ici et que on s'interroge sérieusement sur la manière de former. Ça veut dire que vous êtes satisfait de... Sur la manière de... Je suis en train de dire qu'il y a des enseignements à tirer pour l'avenir. Ça veut dire que le dossier, le gouvernement nous dit qu'il est allé jusqu'au maximum de ce dossier et que les obstacles qui sont listés, il faut se donner les moyens de lever ces obstacles-là pour l'avenir. Et qu'il faut effectivement parvenir à former davantage d'enseignants sur ce territoire et former davantage des gens aux médicaux. Ça a été fait par le passé à Mayotte, ça a été fait en Guyane ou en Corse. Eh bien, il faut que ces dispositifs-là également soient faits ici. Et puis, le reste des dossiers qu'il est indiqué de traiter, notamment la question de l'intégration des agents. Je sais que c'était une revendication extrêmement importante pour les agents. Il semblerait effectivement qu'elle soit traitée de manière différente dans la fonction publique d'État et dans les fonctions publiques territoriales. Eh bien, si la solution, c'est de faire en sorte que dans la fonction publique territoriale, on accélère l'intégration des agents, eh bien, il ne faut pas que ça soit seulement dit comme ça, il faut que ça soit suivi des faits et que le dossier d'intégration des agents dans les collectivités locales soit accéléré. Donc voilà, moi, je me situe dans un moment de bilan et dans un moment où on tire les leçons et dans un moment où on se tourne vers l'avenir. Mais tirer les leçons, Ibrahim Boubacar, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de l'action de votre gouvernement? Je dis votre parce que vous êtes socialiste. Oui, aujourd'hui, si je fais le bilan, nous sortons d'une séquence où cette indexation, personne ne l'imaginait il y a encore quelques années. Nous sortons d'une séquence où le régime d'égalité sociale, on va le dire comme ça, puisque c'était le débat, on réclamait une égalité par rapport aux autres départements. On réclame. Et il nous était dit sur 20-25 ans. Si je vois le bilan aujourd'hui, on a 5 ans, et non, ni 20, ni 8, ni 10, on a 5 ans, on est sur un dispositif de 5 ans. En soi, c'est un résultat extrêmement important. Là où François Hollande disait qu'il allait diviser par 2 le temps de convergence de l'égalité sociale, je constate qu'on a divisé par 4 et non pas par 2. Donc c'est un résultat extrêmement important qu'on ne va pas ça, c'est sûr, on peut pas lui enlever. Et on va pas lui enlever. Il y a eu ce problème de taux où effectivement à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, il est de 40. Le gouvernement dit qu'à La Réunion, le taux de 53% est un taux juridiquement anormal, pas seulement le gouvernement, puisque la semaine dernière, le président de l'Observatoire de prix m'a tenu le même langage sur la légalité du dispositif supplémentaire qu'il y a à La Réunion. Alors aujourd'hui, si on dit à tous les autres départements d'outre-mer que le taux normal c'est 40, mais que le taux de 53 de La Réunion est anormal, eh bien, à un moment ou à un autre, il faut que cette conséquence soit tirée. Mais en même temps, monsieur le député, dans ce dossier-là, c'est le département de l'outre-mer le plus cher de tous les DOM. C'est là où c'est le plus cher à vivre, le plus dur à vivre. Voilà, c'est sur ce point-là, effectivement, qu'il y a quelque chose sur lequel la logique a été difficile à avaler, à expliquer aux uns aux autres, parce que nous partions d'une logique régionale, où on disait que la logique veut que dans le bassin océan Indien, on ait le même taux et dans le bassin Antilles, on ait le même taux. Il y a ce problème et cette lecture de cette situation juridique de ces 53%. Je dis tout simplement qu'il faut en tirer la conclusion, mais c'est vrai qu'il y a eu, en plus de cette question-là, le problème de l'attractivité qui s'est ajouté, où on est obligé d'envisager également un dispositif d'attractivité complémentaire. Voilà le bilan sur lequel je fais. Je dis qu'il y a un effort énorme qui est fait compte tenu de l'état des finances publiques aujourd'hui par rapport à ce qui pouvait être attendu. Le gouvernement n'a pas pu satisfaire tout le monde au même moment, j'en suis conscient. Eh bien, il faut tirer les leçons sur l'avenir, sur le reste des dossiers complémentaires. Une question, Sam, sur l'indexation. Oui, tout à fait. Il y a une clause de revoyure qui est prévue en 2015. Justement, on attend une étude aussi sur la vie chère pour savoir s'il faut faire un réajustement de l'indexation. Ça tient toujours ?
Je n'en ai pas entendu beaucoup parler pendant la durée du séjour ici. Et donc, je disais qu'on est dans un temps de conclusion et de tirer des leçons sur l'avenir. Si les intéressés ne se sont pas étendus sur cette clause avec la ministre là, je ne vois pas pourquoi moi je m'étendrai. Je dis tout simplement que ce que j'ai fini par comprendre de la question que vous posez, puisque j'étais la semaine dernière à l'Observatoire des prix, j'ai compris qu'en réalité, effectivement, il y a une étude globale sur les 5 départements d'outre-mer qui va être faite en 2015 comme elle a été faite en 2010 et que cette fois-ci pour 2015 Mayotte sera inclus dans le périmètre de l'étude. Donc on finit par comprendre que c'est de cela qu'il est question. Donc ce n'est pas une étude spécifique à cause du dispositif d'indexation, c'est le dispositif de comparaison des prix qui a été fait en 2010 dans les 4 départements d'outre-mer et qui sera refait d'ici 2015, Mayotte compris. Alors s'il pourra être exploité pour nourrir cette discussion-là, pourquoi pas? Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de visibilité sur la manière dont cette étude sera menée par les observatoires pour dire qu'elle servira stricto sensu de base de discussion à cela. Donc, je ne prononce pas spécifiquement sur ça. Monsieur le député, on va changer de sujet si vous êtes d'accord. Hier, au Conseil général, il y a une décision importante qui a été prise. C'est d'attribuer le marché du port de Longoni, des fameuses DSP, à Idanel. Le port, vous connaissez, vous avez été directeur de la CCI donc, et du port. Vous savez à quel point c'est compliqué de gérer un port. Est-ce que c'est pas risqué de mettre tout ça entre les mêmes mains ? Je ne suis plus conseiller général, donc je ne connais pas le contenu du dossier, vous imaginez bien, ni le contenu précis des offres. Je dis tout simplement que lorsqu'il s'agit d'attribuer, je suis de gauche, donc attribuer une délégation de service public qui plus est portuaire à une entreprise privée, par principe, ça me hérisse. Mais je sais que tout en étant de gauche, on l'envisage, ce genre de décision, quand il y a 3 conditions, ou l'une des 3, ou les 3 qui sont réunies. Soit on a affaire à un spécialiste de gestion des équipements publics en question. Dans les ports, ça s'appelle des gestionnaires de terminaux. On n'est pas dans ce cas-là, puisqu'on n'a pas voulu faire venir un gestionnaire de terminal. Soit on a affaire à quelqu'un qui développe le service public. Et dans les ports, ce sont des armements qui vous amènent du trafic. On n'est pas dans ces cas de figure parce qu'on n'a pas voulu donner le port à un armement. Soit on est dans un cas où un service public a un besoin de financement tel on fait appel à un privé pour vous amener l'argent, c'est-à-dire un financier. Donc, il faut que l'une de ces 3 conditions soit réunie. Alors, j'entends dire, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, qu'on gage les promesses sur la base du fait qu'on affecterait 50 millions d'euros de fonds européens aux questions portuaires. J'ai dit tout simplement, les priorités de gestion des fonds européens ne sont pas fixées. Et ce que j'entends dire, c'est que la priorité à Mayotte, c'est l'aéroport. Donc, comme nous a dit Marie-Lise Lebranchi, il faut qu'on sache ce que l'on veut. On ne peut pas dire d'un côté la priorité sur l'aéroport et de l'autre côté promettre 50 millions d'euros au port. Donc, je dis tout simplement à ceux et celles qui participent à cette procédure que les engagements, il faut les respecter avec son propre argent. Ça veut dire qu'il va falloir choisir, c'est ou l'aéroport ou le port ? Je dis tout simplement qu'on ne peut pas gager des décisions qui n'ont pas encore été prises. Donc, à ma connaissance, les priorités d'affectation des fonds européens n'ont pas été prises et que ce que je sais aujourd'hui, c'est que la priorité territoriale, c'est la piste aéroportuaire. Mais moi, j'ai été également sensible dans la visite de la ministre sur tout ce qui est les engagements ou les prises de position qu'elle a dites sur les questions relatives à l'établissement public foncier, sur les questions relatives effectivement à l'insécurité, mais également à la prise en charge des mineurs isolés. Elle s'est également exprimée sur le futur projet État-région du département qui doit être préparé en parallèle des fonds structurels et européens. Et elle a également pris l'engagement que le département de Mayotte émargerait au financement des départements en difficulté, l'a dit au sein du Conseil général. Donc je pense qu'elle a donné toute une série de pistes de travail sur lesquelles elle a invité les parlementaires et les élus de Mayotte à y travailler dans un cadre de visibilité globale pour avoir les bons outils de programmation et pour pouvoir mieux nous défendre de manière organisée au niveau parisien et au niveau européen. Monsieur le député, merci 1000 fois d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole.